2, 1, 2. Sound check. Donc, bonjour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que on va parler de ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde ces derniers temps, c'est un peu inquiétant parce que le monde est en train à nouveau d'aller en flammes, spécialement ce qui se passe au Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était important de faire un épisode sur ce qui se passe au Moyen-Orient? Parce que 30% du commerce mondial du pétrole passe par le Moyen-Orient, n'est-ce pas? La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran peut avoir un énorme impact sur nos poches, sur nos portefeuilles d'ici quelques semaines peut-être déjà. On a vu le prix du pétrole brut qui est passé à $80 et on suspecte qu'il devrait monter jusqu'à $150 d'ici 2 semaines s'il n'y a pas une résolution du conflit Israël-États-Unis-Iran. Donc vous comprenez donc qu'aujourd'hui, le but, c'est de parler de ce qui se passe, de la guerre qui a été déclenchée maintenant depuis il y a une semaine en Iran, quand Israël, la coalition Israël-États-Unis ont décidé, après 47 ans d'attente, d'attaquer finalement l'Iran. Comme on dit ça, la dernière pièce du puzzle du Moyen-Orient. Et ainsi, comme ils le disent eux-mêmes, mettre fin à la menace nucléaire iranienne. Donc cet épisode-ci, je le fais avec mon cousin Richie, qui est venu ici pour qu'on puisse parler de ça, parce qu'on est tous les deux passionnés par les questions géopolitiques et surtout la crise, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc, bonjour Richie. Bonjour Eddy, merci de l'invitation. C'est un grand honneur pour moi de prendre part aujourd'hui à ton podcast concernant surtout cette question éminemment importante qui est la sécurité, non seulement de cette région du monde, mais comme tu l'as si bien dit, qui est impactante sur le reste de l'humanité. Merci en tout cas pour l'invitation et la confiance surtout. Écoute, c'est avec un grand plaisir que je te reçois ici. D'abord, merci aussi de faire le déplacement un dimanche. Hein. Je sais que tu reviens de l'aéroport, mais bon, voilà. Le monde est en train de s'enflammer. Il y a une semaine, Israël et les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran. On sait que il y a maintenant 40 ans, depuis la révolution islamique de 79, qu'il y a des tensions entre ces trois pays. C'est quoi toi d'abord, premièrement, avant de commencer? Parce que je veux d'abord rappeler qu'ici, on n'est pas des experts. Ici, le but, c'est vraiment simplement de discuter de ce qui se passe dans le monde parce que ce sont des éléments qui sont majeurs et qui auront certainement un impact sur comment nous, ici en Europe, on s'approvisionne en énergie. Parce qu'il faut savoir que l'Europe ne produit pas du pétrole, peut-être sauf la Norvège, qui une grosse quantité de pétrole depuis la guerre Russie-Ukraine a été détournée vers l'achat du pétrole, des produits pétroliers au Qatar et dans d'autres pays, dans d'autres monarchies du Golfe. Comment est-ce que toi, tu perçois d'abord, toi, d'un point de vue historique, en fait, ce conflit entre ces trois pays-là? Je pense qu'il s'agit d'une question purement idéologique. Israël défend son droit à l'existence et a compris dès la mise en place de la République islamique d'Iran que son avenir ou sa pérennité était mise en danger. D'un point de vue américain, c'est que euh, l'Iran représentait un pays qui, on va vulgairement dire, était beaucoup trop indépendant Mhm. et qui ne voulait pas trop être un allié américain. Et les États-Unis s'étant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, proposé comme garant de la sécurité d'Israël, ne pouvaient pas longtemps, indéfiniment laisser s'installer euh, dans la région un gouvernement hostile Aussi aux intérêts aux d'Israël. intérêts et américains et israéliens. Et il fallait s'attendre qu'à un moment ou à un autre de l'histoire, si ce n'était pas Oui, là maintenant, ça allait être peut-être un peu plus tard. peut-être un peu plus tard. Mais Parce qu'il faut rappeler quand même que dans l'histoire de l'Iran, après les grandes guerres qui a eu lieu, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Iran était une monarchie. exact. N'est-ce pas? L'Iran était une monarchie. Attends, si je me rappelle très bien. Il y a eu un gouvernement démocratiquement élu en Iran qui était dirigé par le premier ministre Mossadegh. Et Mossadegh avait nationalisé le pétrole iranien.
En quelle année encore? Je sais pas, c'est 1953. en 53. Mm. Donc Mossadegh, qui était un premier ministre iranien démocratiquement élu, a nationalisé le pétrole iranien qui était à l'époque exploité par une société britannique, Anglo-Iranian Oil, qui est Exact. par après devenue BP, n'est-ce pas? Mm. Et à la nationalisation du pétrole iranien, les Anglais ont convaincu les Américains de faire un coup d'État en Iran. Exact. Opération Ajax. Opération Ajax. Je ne savais même pas que ça s'appelait Opération Ajax. Et donc, ils ont renversé le gouvernement démocratique iranien et ils ont mis le Shah d'Iran. Ça, c'est juste pour le côté historique un peu de la chose. Ils ont mis le Shah d'Iran, qui était une monarchie un peu, en tout cas de ce qu'on lit. C'était une forme de dictature ou bien... Non, le chat, je pense qu'il était déjà là. C'était une forme de monarchie constitutionnelle un peu à la britannique. Ok. C'est-à-dire qu'il y a le roi Charles à l'heure actuelle, mais c'est le Premier ministre Qui dirige le qui gouvernement. dirige et engage l'État. Et c'était plus ou moins la même architecture du côté iranien. Le Shah était là, mais c'est le Premier ministre Mossadegh qui engage Le gouvernement. véritablement le gouvernement et la politique de la nation. Et après qu'il ait eu à aller vers ce chemin-là de nationalisation, en diminuant drastiquement les intérêts britanniques Dans la région. dans la région, principalement dans le pétrole iranien, il y a eu l'opération Ajax qui l'a dégagé du pouvoir, Mhm. remplacé, je ne sais plus très bien le nom de son successeur, mais le Shah a repris Le plus contre. constitutionnellement Ouais. de pouvoir que sur, grosso modo, on va dire, il y a eu une révision De la de constitution, la des lois, constitution et des lois qui et qui régissaient a donné l'Iran plus de pouvoir au Shah. au Shah que au Premier ministre. Et ce Shah-là, il a, de tout ce qu'on a pu lire, il a implémenté un peu un régime sanguinaire, hein. Allez, je vais dire ça comme ça, mais en Une tout cas, dictature une dictature. assez féroce. Et c'est ça qui a conduit au fait, en tout cas, je dis pas que c'est une causalité directe, mais en tout cas, après la venue du Shah et après le renversement du gouvernement de Mossadegh, quelques années plus tard, en 79, il y a eu la révolution islamique qui a apporté les mollahs. Exactement. Avec Comme l'ayatollah Khomeini. Khomeini, qui est arrivé de Qui a- Paris, je me rappelle encore, qui a été, faut le rappeler, l'ayatollah Khomeini qui vivait à Paris, il vivait en France, en effet, il vivait en France et qui a été ramené à Téhéran par un vol Air par France. un vol Air France. Et C'est quand même c'est exceptionnel tout ça, hein. c'est difficile à croire au jour d'aujourd'hui que ce soit par un régulier, un vol régulier d'Air France que euh, la République islamique s'est installée. Oui, Et à partir de ce moment-là, euh, oui, la population était bien évidemment ravie et contente de s'être débarrassée de la dictature du Shah, oui, mais ils n'ont que très peu vu venir ce qui allait se mettre en place comme nouvelle politique au niveau de leur pays. oui. Parce que la République islamique d'Iran est déclarée en 79 ou un peu plus tard, je pense que c'est en 79. Et avec ça est venue une forme d'idéologie aussi, entre guillemets, islamique, hein, je dirais, et qui s'est... Les grosses critiques du régime des mollahs, comme on les appelle, du régime islamique d'Iran, c'est que ça a ramené en fait une forme de servitude des femmes, avec une implémentation, en tout cas une interprétation un peu plus, allez, dure, je dirais, Rigoureuse du rigoureuse Coran. du Coran et du rôle des femmes dans la société iranienne. Ça, c'est en tout cas, ça, c'est la grosse critique. Et ça sert aussi de base aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'évoque ça? Parce que ça sert de base au fait de... Comme tu l'as dit, on est dans des guerres généralement idéologiques. Mm. Ça sert de base pour justifier au fait le fait de s'en prendre à l'Iran et de dire que l'Iran, c'est un pays où les femmes, tu vois, ne sont pas nécessairement Bon, traitées. cette question-là, moi, je pense qu'il faut... le temps finira par nous dire par rapport à cette question-là. Parce que dans la région, oui, je pense quand même que les femmes iraniennes avaient encore jusqu'à
il y a 4 5 ans, beaucoup plus de liberté, des droits que les femmes saoudiennes. Saoudienne. Mais très peu, on entend très peu parler de la situation de la femme saoudienne maltraitée. Oui. La femme saoudienne ne peut même pas voyager seule, Sans l'autorisation ni l'autorisation, ni être accompagnée par un membre de famille mâle. mal. Ouais. Donc, Alors, ce que toi, tu pensais que l'Iran n'était pas une exception. Tu ne dis pas que ce n'était pas le cas, non, pas mais du que ce tout. n'était pas C'est l'exception. qu'il y a bien évidemment comment ils appelaient ça, la police de mœurs, qui était là pour veiller à ce que et les hommes et les femmes se comportent d'une certaine façon. Et Oui. ça a amené beaucoup de dérapages, en effet. Mais ce que j'essaie de dire simplement, l'Iran n'est pas le seul à avoir des règles très, très rigoureuses par rapport à la question des femmes. Maintenant, si ça n'exclut pas que ça constitue une raison pour venir taper dessus, mais de manière, si on peut dire, si on veut Oui. sauver les femmes musulmanes, bah, Il faut faire il partout. faut faire partout. Mais allez, on va être dans le pratique, hein. Je veux dire, Oui, d'un point de vue idéologique, tu as certainement raison, mais d'un point de vue pratique, on sait très bien que les raisons pour ce conflit, ce n'est pas ça. non, C'est surtout des raisons économiques et idéologiques et aussi politique. politiques, parce que l'Iran n'a pas baissé les yeux, je dirais. Je vais dire ça comme ça. C'est Exactement. un peuple multimillénaire et ils se considèrent comme... ils ont fait face à l'invasion des Mongols, je crois. Ils ont fait face à beaucoup de guerres, hein, dans leur histoire multimillénaire et pensent qu'ils peuvent faire face à toute forme de menace que les Américains peuvent ramener chez eux. Et c'est peut-être pour ça ils se sont jamais dit qu'ils devraient en tout cas se mettre en fait au pas de ce qui se fait, de ce que les États-Unis imposent dans la région. Exactement, je pense que tu l'as bien résumé. Euh, un peuple se construit par rapport à son histoire. Et l'histoire de l'Iran, elle est riche et vaste. Un pays qui a, parmi les premiers à avoir eu des structures gouvernementales, ainsi de suite. Oui, Donc, pour eux, c'est une question de fierté nationale, c'est une question d'identité. Ils ne peuvent pas se coucher dès les premières remontrances. ouais. Mais d'un autre côté, on a Israël qui est un pays très jeune, construit bien sûr, on sait, sur des fondations émotionnelles, tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'Holocauste et tout ça. Et qui ont de l'autre côté, hein, ils ont, je crois, ils ont un pays entre les deux. Je pense qu'il y a la Jordanie, La l'Irak, Jordanie et l'Irak. et les deux pays entre les deux. Et l'Iran qui n'a cessé de menacer depuis maintenant quelques générations d'anéantir Israël et de mettre fin, entre guillemets, selon leurs propres termes, à un régime sioniste qui maltraite certains leur peuple et tout ça. Et ça crée tout ça, ça crée justement cette tension qui, comme Trump l'a dit quand ils ont lancé la guerre, 47 ans in the making. Et c'est l'acheminement, en fait, aujourd'hui, cette guerre, c'est l'acheminement d'une volonté générationnelle entre les deux peuples, Israël, hein, et l'Iran, d'en découdre, bien sûr, Israël avec l'aide des États-Unis, d'en découdre et d'en finir à tout prix. Soit avoir un régime en Iran qui permette, au fait, d'un point de vue israélien, qui se sentent beaucoup plus en sécurité, et d'un point de vue américain, de garantir un peu plus une forme de gouvernance qui est alignée avec les intérêts des États-Unis, soit d'un point de vue de l'Iran, de démontrer qu'ils gardent cette indépendance-là et ils la méritent et ils vont se battre pour y arriver. Euh, allez, je pense que je peux nuancer peut-être quelque chose Oui, du point de vue de ce que j'ai pu analyser et voir, c'est qu'il y a vraiment de la part d'Israël la volonté d'en découdre. Je ne pense pas que du côté iranien, à l'heure actuelle, ils voulaient aller dans une confrontation avec Israël. Ils n'a- allez, ils n'avaient pas d'objectif à court terme, surtout que militairement parlant, ils savaient qu'ils n'ont pas les moyens de mettre un terme ou détruire le gouvernement israélien.
ils n'en avaient pas les moyens. Donc, du coup, ils n'avaient pas une politique de court terme Mhm. de confrontation contre Israël. Mais par contre, l'opportunité, et on peut appeler ça militairement, la fenêtre des tirs était propice pour Israël. Il a saisi la balle au bon. Ils ont un président à la Maison-Blanche qui Et est favorable à leur. favorable à leur politique. Le contexte international fait que Netanyahou lui-même en interne, il a beaucoup de problèmes. Oui, Beaucoup de problèmes. Pour continuer à survivre politiquement dans son pays, il doit proposer quelque chose. détourner l'intérêt sur. Détourner l'intérêt des Israéliens sur les questions judiciaires qui les poursuivent depuis un bout de temps. Donc, Ouais. quand on met tout ça sur la balance et que ça coïncide aussi avec la guerre économique que se mènent les États-Unis et la Chine, si, comme vous avez dit, 30% du pétrole mondial passe par les détroits d'Ormuz, sort de cette région-là, mais quasi, je ne vais peut-être pas spéculer sur les chiffres, mais une grosse partie, majoritairement de la production iranienne, va vers la Chine Oui. et contribue à À alimenter alimenter l'économie chinoise. l'économie chinoise. Donc pour les Américains, c'était aussi bon de priver la Chine d'une des sources énergétiques. Bien sûr que les Chinois ont les moyens de les remplacer via d'autres fournisseurs, mais ça va prendre du temps Oui. et surtout pas au même prix. Oui. Donc tous ces éléments ont fait qu'il y a eu de la part des Israéliens et des Américains cette volonté-là d'en découdre. Mais personnellement, je n'ai pas vu cette volonté-là d'aller à la confrontation de la part des Iraniens. Oui. Mais maintenant que la guerre est déclarée, ils n'ont pas le choix que Il faut la faire. il faut la faire. Ok. Le vin à tirer, il faut le boire. Il faut le boire. Donc, justement, en parlant de la guerre, maintenant, on va essayer de voir. Le but ici, c'est de voir d'un point. Allez, on va essayer en tout cas d'être le plus factuel possible. Pas jouer dans la spéculation ou prendre de parti pris, mais regarder uniquement les forces en présence. C'est-à-dire que on a deux États, Israël, États-Unis, qui décident d'attaquer un autre État, n'est-ce pas, l'Iran. Quels sont les moyens qui sont mis en place par les Américains pour pouvoir entamer cette guerre, les Américains et les Israéliens, et comment est-ce que l'Iran se défend par rapport à cette guerre-ci. Et, mais avant toute chose, peut-être c'est bien de comprendre, est-ce que toi tu comprends c'est quoi les objectifs de guerre d'Israël-Iran, d'Israël et des États-Unis? Pourquoi est-ce que tu penses que, ok, tu as dit ce que tu penses que c'était le moment pour eux d'en découdre. Quels sont pour toi les objectifs qu'ils essaient d'atteindre avec cette guerre? Pour C'est à la fois les deux pays, Israël et États-Unis, sont dans la même guerre sans pour autant poursuivre Les mêmes les objectifs. mêmes objectifs à la virgule près. C'est-à-dire que pour les Israéliens, ils ne s'en cachent pas. Netanyahou, le Premier ministre israélien, ne s'en cache pas depuis quelques mois. Il faut que le régime des Tombe. mollahs, des ayatollahs plutôt, tombe. Et les Israéliens ont mis beaucoup d'énergie depuis des décennies pour mettre à mal ce régime-là en menant des opérations sur le terrain contre les scientifiques, Via le Mossad, via le l'assassinat Mossad, les des assassinats scientifiques ciblés, et tout ainsi de ça. suite. Et pour les Israéliens, rien à faire. Il faut que le régime tombe. Pour les Américains, ce n'est pas tant que ça que le régime tombe. Il faut que le régime se soumette. Mhm. Donc, si, à l'image de ce qui s'est passé au Venezuela, on a sorti Maduro de la partie, le gouvernement et l'ensemble de la classe dirigeante est resté, c'est mis aux ordres des États-Unis, c'est bon. C'est bon. Donc, je vais peut-être très vite anticiper la question suivante, mais dès la mort confirmée de l'ayatollah Khomeini. Khamenei, Ouais. si les Iraniens avaient passé un coup de fil en disant, écoutez, c'est bon, le monsieur n'est plus, on veut bien retourner à la table des discussions pour envisager, analyser le futur. À ce moment-là, les Américains auraient dit, bon, ok, on fait une pause. Ça n'aurait pas tant que ça plu aux Israéliens de voir, ben, oui, c'est toujours des ayatollahs qui sont là, mais pourquoi vous voulez discuter avec eux? Donc c'est Ouais. la limite entre les deux.
Pour les États-Unis, la soumission de l'Iran, la destruction de son potentiel balistique surtout, parce que les Américains eux-mêmes savent que d'un point de vue, contrairement à ce qui se dit dans les médias, nucléaires, là, les armes nucléaires, les Iraniens ne sont pas prêts. Oui. Mais voilà, ça sert un peu la com. Oui. Mais principalement, le gros souci pour les Américains, c'était la politique menée par le gouvernement et leur potentiel balistique. Oui. S'ils renonçaient à ces deux choses-là, On va revenir les capacités offensives de l'Iran avec leurs missiles balistiques tout à l'heure, mais je veux d'abord revenir sur les objectifs de la guerre d'Israël. Donc, tu as dit que Israël, son objectif, c'est de renverser le régime. C'est-à-dire, renverser le régime. mais ça veut dire quoi allez, concrètement? Je veux dire, quand on parle d'un renversement de régime, on sait que la monarchie française est tombée, c'était un régime qui s'en allait, et puis est venue la République. On sait que voilà, c'est ça pour moi à changer de régime. C'est vraiment changer fondamentalement la structure de la société et comment est-ce qu'elle décide de se gouverner, le fonctionnement de la société. Exactement. Est-ce que ça veut dire que mettre fin à l'Iran en tant que république islamique Exactement. et passer sous une forme de république ou bien de monarchie, comme c'est plutôt historique une monarchie, de revenir à la monarchie? C'est ça pour toi? Est-ce que tu comprends l'objectif d'Israël, c'est de ramener Israël sous forme de monarchie? Ramener l'Iran. Pardon, l'Iran sous forme de Moi, monarchie? je pense que très clairement, quelle que soit la forme que prendrait la succession du régime des ayatollahs, pour les Israéliens, c'est bon tant que le pouvoir qui va s'installer n'est pas anti-israélien, Mhm. ne mène pas des politiques Qui vise à détruire qui visent à détruire l'État d'Israël. et l'État d'Israël et l'économie et le potentiel militaire israélien. Tant que ces conditions sont réunies, pour les Israéliens, c'est bon. Ils- Ouais. je ne pense pas qu'au niveau de Netanyahou ou de la classe politique israélienne au jour d'aujourd'hui, c'est de se dire que voilà, nous voulons absolument que ce soit le fils du chat, que ce soit telle personne. Mais c'est l'ensemble du gouvernement, l'hostilité. Mais une petite nuance par rapport, parce que ça reviendrait un peu à ce que les Américains veulent aussi, mais à la nuance que pour les Israéliens, il faut que l'Iran soit un État laïque. Ok. Parce que, bon, effectivement, je pense que ce qui serait bien, allez, quand je regarde, j'étais encore en train de lire ce matin l'histoire d'Israël et de ses voisins, parce qu'Israël a été en guerre avec des pays, avec ses voisins, mais avec le temps, ils ont commencé à signer des accords de paix. Ils ont signé un accord de paix, premièrement, avec l'Égypte, je sais plus très bien en quelle année ils ont signé l'accord de paix avec l'Égypte, et puis est venue la Jordanie, et puis est venu le Maroc, et puis est venu d'autres pays de la région. Progressivement, Israël a quand même essayé d'établir une forme de relation de paix avec ses voisins parce qu'ils comprennent que c'est plus intéressant pour eux d'être dans une région où il y a la paix, ils s'entendent avec leurs voisins plutôt que d'être tout le temps en guerre avec leurs voisins. Et pour eux, changer le régime d'Iran, comme ça a été changé en Syrie, par exemple, la Syrie Bachar al-Assad n'est plus en Syrie, ça serait potentiellement dans l'idée d'aller vers un accord de paix. Et tu penses que dans le long terme, qu'Israël il serait ouvert à signer des accords de paix avec l'Iran et vraiment d'établir des relations, entre guillemets, d'amitié, et que ça serait quelque chose qui serait acceptable d'un point de vue de l'Iran? Je dois admettre quand même que c'est une question assez complexe et surtout que c'est difficile à atteindre comme but. Nous avons une certaine forme, nous sommes focalisés un peu sur le régime iranien, son côté religieux, Mhm. avec une grosse influence de, de- 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 de l'islam dans la politique. Mais à y regarder de près, Israël n'est pas très très différent. À la seule différence que, oui, il y a un gouvernement d'apparence, on va dire, laïque, mais avec une très très forte euh, pression des religieux israéliens. Je pense qu'on va s'épargner certains commentaires de certains ministres israéliens sur les questions même des politiques internes ou de politique internationale, où on voit vraiment qu'ils sont centrés sur les questions religieuses. Donc, partant de là, c'est très très compliqué d'aboutir à une relation d'amitié, de paix sincère qui s'installerait entre l'Iran et, Et l'État Israël. d'Israël.
Ok, C'est compliqué. ouais. Donc maintenant, on va Parce que les regarder. deux camps sont dans les extrêmes, en fait. Oui, 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 oui. On va regarder maintenant par rapport à la guerre qui est actuellement en cours. Ça fait une semaine que la guerre a commencé avec le bombardement du palais de l'ayatollah d'Iran qui est décédé à la suite de ces bombardements-là. Les forces en présence au niveau États-Unis, on a vu beaucoup de mouvements de leurs porte-avions pour rappeler d'un point de vue géographique, et on va essayer de mettre la carte ici si c'est possible, les bases militaires américaines dans la région. Les États-Unis encerclent l'Iran. Je veux dire, Absolument. absolument. Donc, quand on regarde la carte, ici, tu arrives à voir la carte. Hein. Oui. Donc, quand on regarde la carte, on essaiera de présenter ça aussi dans la vidéo. L'Iran a comme voisin l'Irak, bien sûr, et dans le golfe Persique, il y a différents voisins, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, il y a Oman également aussi. Et dans tous ces pays, tous les pays de la région abritent des bases militaires américaines. La plus grande base militaire américaine navale étant bien sûr au Bahreïn, je pense. C'était au Bahreïn ou au Koweït je pense que c'est au Bahreïn qu'ils ont c'est au Bahreïn qu'ils ont une grande base militaire navale. Ils ont, en plus de leur capacité militaire autour de l'Iran, ils ont également des forces militaires en Israël, en Jordanie, qui ne sont pas des pays qui sont limitrophes à l'Iran, mais aussi jusqu'à Chypre. En Irak aussi. En Irak aussi, et jusqu'à Chypre, Chypre qui est, où il y a une base militaire anglaise, britannique, mais qui est aussi utilisée par les États-Unis. Dans l'océan Indien, il y a aussi les installations militaires de l'île de Diego Garcia, qui est exploitée par l'armée britannique aussi, une base aérienne que les États-Unis utilisent pour faire du ravitaillement. Donc, d'un point de vue logistique, capacité militaire offensive, l'Iran est encerclé. Absolument, l'Iran c'est alerte depuis des très très nombreuses années par rapport à cette situation-là. Parce que, bon, ils ont réfléchi et compris dans quelle direction on allait. Il faut noter que le déploiement de la marine américaine dans la région, c'est le plus gros déploiement depuis la guerre d'Irak. Depuis la guerre d'Irak en 2003. Et j'ai même lu quelque part dans un article du New York Times ou dans un journal américain que c'était peut-être le double des forces, des capacités américaines qui ont été déployées pour faire face à l'Iran. Parce que, bon, entre-temps, les armes évoluant, les capacités d'emport des avions, tout ça, ça fait que les avions, la coalition en 2003, elle était beaucoup plus grande en termes des pays qui y participaient. Aujourd'hui, il n'y en a que 2, mais ces 2-là ont mis ce qu'il fallait pour arriver à cet objectif. Mais pour comprendre véritablement l'invasion de l'Iran du 1er mars 2026, il faut remonter, et la carte est intéressante. Peut-être que dans l'analyse des forces, on va revenir dessus, mais je voulais juste noter que toutes les opérations antérieures au 1er février ont été en fait des opérations pour ouvrir le passage afin d'arriver au gros morceau qui était l'Iran. La Syrie, l'Irak d'abord, la Syrie ensuite, le sud Liban, pour s'offrir un axe, offrir une capacité, on va dire, un espace aérien sécurisé à l'armée israélienne. Et américaine, oui. Beaucoup plus israélienne. Qui passe par le nord, aller bombarder et revenir et avoir la capacité de se faire ravitailler en vol pour le fuel de leur avion. Pendant que les Américains, ils ont fait voler très peu d'avions jusque-là. Ils ont plus frappé avec des missiles, des Tomahawks surtout au niveau de leur marine. Quelques avions ont évidemment intervenu, mais on va dire que du point de vue du déploiement militaire américain, il s'agit d'une grosse force. Oui. Mais dis-moi, les capacités militaires d'Israël, parce que ce qui est évident dans ce conflit, c'est qu'Israël a une domination presque complète sur l'espace aérien. Ils ont la plus grande force aérienne de la région et ils peuvent pénétrer l'espace aérien iranien, et on l'a vu dans la guerre de 12 jours,
sans être contestés. Ils ont des F-35, des avions furtifs qui rentrent dans l'espace aérien iranien sans aucune, en tout cas sans grosse résistance, je dirais. Parce que les Iraniens, ils ont une armée de l'air qui est très très vieille, qui date des années 70. Je pense à l'époque où il y avait encore le Shah et qui avait des bonnes relations avec les États-Unis. Ils pouvaient acheter encore des avions militaires américains de l'époque. Mais dans les faits, l'Iran n'a pas d'armée de l'air qui puisse faire face à Israël. Et l'Iran n'a pas non plus des capacités de défense anti-aérien qui puissent causer vraiment de réels problèmes à l'armée, aux forces aériennes israéliennes. C'est une domination des airs qui est totale. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de cette séquence des opérations militaires précédentes dans la région. Les opérations en Irak, oui, Israël n'a pas spécialement intervenu durant l'invasion en 2003. C'est les Américains, les Britanniques, les Espagnols et autres. Oui. Mais bénéficient aujourd'hui du fruit de cette invasion. C'est-à-dire que les forces anti-aériennes de l'Irak ont été détruites à ce moment-là. L'aviation irakienne, détruite. Il y avait déjà la porte avant l'Iran plutôt, qui s'est ouverte. Il restait un problème, celui de la Syrie. Et Bachar était là comme un gros caillou dans la botte de tout le monde. Bachar a essayé de constituer, avec bien évidemment l'aide de l'Iran et des supplétifs iraniens du Hezbollah et d'autres groupes, aussi bien mettre en place des systèmes de défense antiaérienne, des forces sur place pour empêcher qu'il y ait ce passage-là, un corridor qui s'ouvre du nord d'Israël jusqu'en Iran en passant par la Syrie. Oui. D'où, une fois de plus, avec la chute de Bachar, ça a ouvert une deuxième porte et le corridor s'est retrouvé ouvert. Oui. Mais une opération spectaculaire, entre autres de la guerre de 12 jours, c'est que les Israéliens ont réussi, savaient quand même que leurs avions, ils peuvent avoir la supériorité, ils peuvent en avoir beaucoup, mais s'ils en perdent une dizaine dans une opération, ça fait mal, c'est un coup. Mais ils ont introduit à ce moment-là, pour s'éviter ces genres de problèmes, ils ont infiltré beaucoup de gens du Mossad qui ont fait un travail, on l'a préparatif, vu, préparatif au sol avec beaucoup de destruction de la défense antiaérienne iranienne. Oui, mais dans les faits, aujourd'hui, l'Iran, de ce que moi je vois, n'a pas vraiment les capacités de faire face au fait à la force aérienne. Exactement. Déjà, uniquement d'Israël, je pense qu'Israël a une domination totale dans les airs. Et en plus, avec l'appui des Américains, je veux dire, la domination, elle est incontestée sur l'espace aérien iranien. Comment est-ce que... Quelles sont les forces de l'Iran dans cette guerre? L'Iran n'a pas beaucoup de capacités de défense, mais elle a des capacités offensives importantes. Je pense que... Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que les Iraniens ont adopté cette maxime qu'on aime bien au football en disant que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais je pense qu'avec les difficultés qu'ils ont connues en termes d'approvisionnement, avec le départ et différents embargos, il était difficile pour eux de s'approvisionner en équipement pour la défense. Mm-hmm. Ils ont essayé, avec leur propre industrie militaire, de créer certaines choses, de mettre en place. Mais comme on le sait, il y a eu un travail des SAP depuis de très très nombreuses années, aussi bien contre les complexes eux-mêmes que les scientifiques, et ainsi de suite. Tout ça a bien pu mettre à mal la production des moyens de défense. Mais parallèlement, ils se sont dit, voilà, guerre arrive, se défendre, c'est quelque chose, on doit le faire, mais il faudrait que l'adversaire puisse sentir aussi de là où il est. Et là où c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à travailler de manière acharnée sur leur programme des missiles, leur programme de drones. Et qui est aujourd'hui leur arme principale, parce qu'il faut rappeler que l'Iran, en termes de capacité, on l'a dit tout à l'heure, défensive, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent proposer. Dans toutes les analyses que je lis sur ces questions-là, il y a quelque chose qui revient
à chaque fois, c'est que les capacités offensives de l'Iran sont des capacités que les Américains prennent très au sérieux. Ils le prennent tellement au sérieux qu'ils ont dû, au fait, évacuer certaines de leurs bases dans la région pour qu'il ne soit pas à portée de tir des missiles iraniens. Et donc, tu dis que l'Iran a investi alors dans leur capacité offensive. On sait que l'Iran a investi dans des drones, des missiles pardon, hypersoniques. Hypersonique. Et qu'il n'y a que, c'est important de le noter, il n'y a que 3 pays au monde qui ont des missiles hypersoniques. La Chine, La Chine, la Russie et l'Iran. Bon, les autres en ont aussi, mais non pas encore. Parce que par principe, un missile qui arrive sur un objectif arrive toujours avec une vitesse hypersonique. Hypersonique. C'est plutôt Mais la manœuvrabilité. La manœuvrabilité, c'est à Oui. ce niveau-là que ces 3 pays-là se distinguent des autres. Oui. Ils ont la capacité de manœuvrer Au moment de la descente sur les cibles. Sur les cibles. Et les Iraniens, les Russes et les Chinois maîtrisent cette technologie-là. Les Américains y travaillent, mais ça va venir. Oui, je disais même que c'est la technologie que possède l'Iran sur la manœuvrabilité en vitesse hypersonique a été transmise par la Russie mais non, là, vraiment, je vais être honnête, là je spécule, hein, vraiment, excusez-moi, je spécule. Donc, ça peut aussi être à l'inverse. Oui, donc on va vraiment essayer de ne pas spéculer, d'essayer de rester factuel par rapport à tout ceci. Donc, l'Iran, en termes de capacité offensive, elle a des capacités qui sont réelles, qui peuvent faire très mal, et on l'a vu. Ça fait 1 semaine que la guerre a commencé. Toutes les bases américaines dans la région ont été attaquées. Toutes les monarchies du Golfe, à l'exception d'Oman, je pense. Oman n'a pas été... Il y a un pays, je pense qu'il y a une monarchie qui n'a pas été attaquée par l'Iran. Je pense que c'est le pays qui est en train de favoriser les négociations. C'est Oman. Hein. Voilà. À l'exception d'Oman qui n'a pas été attaquée, mais toutes les monarchies du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, c'est important de le noter, y compris l'Arabie Saoudite, ont été attaquées. L'ambassade américaine à Riyad a été attaquée par des missiles iraniens. Exact. Et une autre capacité offensive iranienne connue, ce sont les drones kamikazes. Les Shahed, les fameux drones Shahed. Shahed 136. C'est une arme redoutable que les Irans... C'est très redoutable, à telle enseigne que les Américains même ont copié ça. Ont copié pour frapper l'Iran avec leur propre invention. Oui. Donc, je pense qu'il y a une réflexion au niveau de l'Iran, de se dire que, voilà, nous devons être en mesure d'infliger des coups sévères. Et d'ailleurs, il y a une belle interview du guide suprême décédé qui disait que face au déploiement militaire américain dans la région, oui, nous sommes prêts à souffrir, nous allons souffrir. Oui. Mais s'ils viennent dans une guerre, on va leur donner des coups qu'ils auront du mal à encaisser parce que ça sera violent. Et donc, cette base-là constitue un peu ce sur quoi l'Iran a travaillé, développer des missiles hypersoniques. Manœuvrables à la descente. Ouais. Sachant surtout que Israël ne pourra pas envoyer des troupes au sol en Iran. Oui. Ça, c'est exclu. Israël même sait qu'envoyer des troupes au sol en Iran, c'est s'aliéner toutes les monarchies du Golfe, tout le monde arabe. Ils ne peuvent même pas hypothéquer leurs chances. Oui, attends, on va revenir sur ça, parce que j'aimerais d'abord qu'on discute d'abord de... Ok, la guerre, on va être honnête, hein, je veux dire, d'un point de vue purement juridique et légal, la guerre a été imposée à l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a débuté la guerre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses que maintenant que, comme tu l'as dit, le vin est tiré, il faut le boire, qu'est-ce que tu penses que l'Iran aujourd'hui va essayer d'accomplir avec cette guerre? C'est quoi sa stratégie? Parce que moi, quand je regarde ce qui se passe, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une stratégie qui est assez claire. Ils veulent augmenter le coût de la guerre pour les Américains à un point que ça crée des problèmes au niveau de la politique interne aux États-Unis, sur les marchés boursiers, qu'ils paralysent au fait les monarchies du Golfe au niveau de la production du pétrole, de l'économie. On a vu que l'aéroport de Dubaï a été fermé, ça fait maintenant quelques jours. Beaucoup de monarchies sont aujourd'hui presque à l'arrêt. Plusieurs touristes sont en train de quitter les monarchies du Golfe. Tu penses que c'est ça, toi tu penses que de ce que tu as vu jusque-là d'ici une semaine, c'est une stratégie que l'Iran adopte? Est-ce que tu penses qu'elle est en train de marcher? Est-ce qu'ils ont les moyens, en fait, l'Iran, de paralyser l'économie mondiale avec ses ripostes dans toutes les monarchies du Golfe et dans toutes les bases américaines? Je pense que dans ta question, il y a
un élément qui est très très bien, c'est les moyens et le temps. Oui. Si c'était une opération qui est limitée dans le temps en se disant vous avez, comme à l'époque médiévale où les gens se donnaient rendez-vous dans des champs, faire une guerre pendant X temps, là, l'Iran aurait eu une chance de d'imposer aux États-Unis de revenir à la table des négociations. Maintenant, les Américains, ils ont les moyens qu'on connaît. Donald Trump l'a clairement dit, nous avons nos armes et nos munitions aux quatre coins du monde. Ils Mhm. peuvent faire venir autant d'avions, autant De munitions. des munitions qu'ils veulent pour assiéger l'Iran. Parce que la L'Iran, presse américaine dit déjà que les Américains sont peut-être en train de... Parce que le système de défense, puisque les Iraniens, ils ont des missiles, les systèmes de défense anti-aériens américains principaux, c'est les missiles Patriot et les patriotes, et les THAAD. exactement. Mais il y en a un nombre très Il y a limité. un nombre très limité et oui, il y en a un nombre très limité au niveau, en service au niveau de l'armée américaine, mais il y en a encore dans Dans beaucoup d'autres... de pays de l'OTAN. On a vu le rassemblement des armes qu'on a fait au début de la guerre en Ukraine. Oui. On allait chercher tout ce qu'on pouvait chercher pour ravitailler les Ukrainiens. Je ne pense pas que quelqu'un dans l'OTAN hésiterait 2 secondes à mettre à la disposition des États-Unis quelques patriotes, ainsi de suite. Et ça aura peut-être très certainement un impact négatif d'ailleurs pour Leur propre l'armée, défense. pour tout le monde, pour tous les pays membres de l'OTAN. Mais la priorité, ce sera quand même de venir en aide aux grands frères. Donc, de ce point de vue-là, il y a... Donc, toi, tu ne penses pas que les Américains, et le risque de rupture de stock de missiles de systèmes de défense américains n'en est pas vraiment? Si, c'est un problème en termes de la gestion des stocks. Mais ce n'est pas demain qui seront en cours d'intercepteurs. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être dans leur mode de gestion, ils se disent que nous devons maintenir tel pourcentage, telle capacité en Mhm. tout temps. Oui. Même en temps d'opération militaire, nous devons être en mesure d'avoir 80% en stock. Mhm. Et que là, ils se rendent compte qu'ils sont en train, petit à petit, en train de descendre à 60, 50. Le temps, toutes choses restant égales par ailleurs, cette baisse-là va entraîner, si ce n'est pas, et sachant surtout que il faut combien de temps pour mettre à disposition de l'armée américaine, je pense 6 mois à une année, des nouveaux Oui, intercepteurs. certains, bah, ça dépend des. Si, en THAAD, je pense que c'est un peu plus, mais Ouais, en Patriot, je pense que c'est 6 mois. 6 mois. Ouais. Donc, du coup, ils voient très bien qu'ils ne pourront pas remplacer tout de suite. Mais pour que cette diminution-là continue de manière linéaire ou exponentielle, si on veut, il faut aussi que de l'autre côté, l'Iran ait la capacité de continuer à frapper. Oui, sauf que l'Iran frappe avec des drones kamikazes qui coûtent 30 000 dollars à fournir, qui sont produits après une semaine, je pense. Oui, exactement. Mais, allez, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agisse d'une erreur d'appréciation ou de bêtise de la part des forces de défense. Il va arriver un moment, comme en Ukraine ou même en Russie, où on va arrêter d'utiliser des intercepteurs coûteux pour abattre des drones. Mhm. Aujourd'hui, en Ukraine, les Ukrainiens n'utilisent des patriotes que lorsque ils détectent des missiles et Mhm. ainsi de suite. Les drones, il y a d'autres moyens. Brouillage, C'est pour des ça que, drones anti-drones, oui, c'est pour ça qu'ils sont même passés à des drones en Ukraine, à des drones avec des câbles avec des câbles à fibre optique, à fibre ainsi de suite, optique pour éviter les pour éviter les brouillages. brouillages. Oui. Donc, les Ukrainiens, les Russes, ils ont véritablement une expertise dans ce secteur-là de drones qui peut s'avérer être utile dans quelques semaines. D'ailleurs, on parle de l'arrivée des Ukrainiens Oui. dans la zone pour aider les Israéliens, les Américains à contrer les Shahed. Et donc, tu vois que ça ramène quand même une autre question. Parce que si on en arrive à une forme de guerre d'attrition où ça se prolonge, en fait, parce que le fait que les Américains doivent commencer à trouver des alternatives à faire face aux drones israéliens, ça veut dire qu'on est sur un conflit qui se prolonge. Oui, mais sauf Est-ce que qu'il les faut Américains... noter, pardon Eddy de t'interrompre sur cette question-là, faisons un parallélisme avec les opérations militaires en Ukraine. En Ukraine, on fait face aussi à une guerre d'attrition qui se mènent les Russes et les Ukrainiens. L'avantage de l'Ukraine agressée, c'est d'avoir derrière elle des pays qui lui envoient des manières, bon, ce qu'ils peuvent.
et pas qu'en petite quantité. De ravitaillement. Si l'Ukraine ne devait compter que sur sa propre production d'armes en tout Elle ne genre, tiendrait pas. elle ne tiendrait pas à 2 semaines de combat. Mais c'est grâce à l'aide européenne, à l'aide américaine, qu'ils sont encore en train de tenir aujourd'hui. Mais à côté, l'Iran ne va pas ne va pas voir arriver des containers entiers de nouveaux missiles. Oui, L'Iran ne peut compter que sur sa production plutôt actuelle des missiles, oui, qui n'est pas infinie. oui. S'il n'économise pas et qu'il ne frappe pas de manière à infliger à Israël ou aux États-Unis un coût Exorbitant, ouais. exorbitant, même stratégiquement, militairement, allez, à supposer qu'on frappe et qu'on coule un porte-avions, politiquement et militairement, les États-Unis, il s'agit d'une vraie défaite. Oui, mais tu sais, plus je discute avec toi de ce sujet, plus j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu plié pour l'Iran. Parce que, à moins que les Iraniens arrivent justement à faire grimper le coût de la guerre à un À niveau un niveau tellement important insupportable pour tout le monde. que c'est pas parce que les Américains n'auront plus les capacités, mais d'un point de vue politique, ça sera très difficile à À tenir. tenir. Je ne vois vraiment pas comment est-ce que l'Iran peut sortir de cette guerre avec une forme, un semblant de victoire, entre guillemets. Je ne vois pas. Parce que de l'autre côté, l'ennemi auquel ils font face, les Américains, c'est une puissance monumentale avec des ressources La plus illimitées. grande puissance Oui. militaire que l'histoire On ait peut connue. dire plusieurs fois qu'effectivement, il faut un temps d'attente pour produire des patriotes et des missiles, mais s'ils doivent le faire, ils le feront. Exact. Ils le feront. Donc ça a l'air d'être un peu plié pour les Iraniens, tu penses? Je pense que maintenant, parlant de victoire ou de défaite, pour les Iraniens, le régime iranien, à partir du moment où il reste en place après ces opérations conjointes américano-israéliennes, pour eux, c'est une victoire. Quel qu'en soit, qu'ils aient perdu la moitié de leur population, bon, j'exagère un peu, Ouais. qu'ils aient perdu toute leur capacité de défense, tout l'état-major, tout le gouvernement, mais si le régime à la fin ne tombe pas, pour eux, c'est une victoire. Oui, Par contre, pour les Américains, et pour revenir véritablement dans la question, pour les Iraniens, ça va être véritablement difficile d'imposer leur point de vue à la coalition américano-israélienne. israélienne. Pour moi, ils n'ont pas, c'est juste une question de temps. Oui. Ils vont continuer à frapper, mais plus vous frappez, plus bien évidemment les Américains sont aussi, et les Israéliens peuvent aussi détecter d'où partent les tirs Oui, et continuer à faire le travail qu'ils font oui. de détruire tous les sites de lancement, toutes Oui. les bases de lancement. D'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, les Israéliens et les Américains, ils ont une domination totale sur l'espace aérien iranien. Les Iraniens n'ont pas les capacités de défense anti-aérien nécessaires à faire face à des F-35 ou à des F-22 américains. F-22, tout y est. Et d'autant plus que les Américains ont commencé maintenant à envoyer des avions, des B-2, Les B2, qui pénètrent en profondeur et qui envoient des bombes qui ont pour objectif de pénétrer des installations construites sous les bétons, enfouies sous le sol. Il faut garder dans la tête que ce sont des B-2 qui partent des bases américaines aux aux États-Unis États-Unis. pour aller attaquer en Iran et revenir, quoi. Mais est-ce qu'il est vraiment possible pour les Américains, on va maintenant arriver à la question que tu avais parlé tout à l'heure, dont tu avais parlé tout à l'heure, est-ce qu'il est possible pour les Américains et les Israéliens d'imposer cette volonté-là sans envoyer des troupes au sol, uniquement avec des campagnes aériennes? Très peu de chance. Très peu de chance. Très peu de chance. Je n'ai pas comme ça de précédent historique Il n'y en a pas, je pense. Il n'y a aucun précédent historique où il y a eu une guerre qui ne s'est décidée que par des campagnes aériennes. campagnes aériennes. Que ce soit en Yougoslavie, il a fallu qu'il y ait des troupes au sol pour y arriver. L'Allemagne n'a pas su faire plier l'Angleterre ou le Royaume-Uni durant la Deuxième Guerre mondiale après des campagnes de bombardements Oui. assez horribles d'ailleurs. Et même les forces alliées
le Oui. bombardement de Dresde, et ainsi de suite. Ça n'a pas fait plier le régime nazi non plus. Donc, les frappes aériennes permettent évidemment de mettre à mal Les les capacités de capacités de défense. défense et même offensive de l'Iran, Oui. mais ce sera toujours insuffisant pour faire plier les régimes. Si personne ne vient au sol dégager à coups Oui. de bottes le régime, Rien n'a changé. rien ne C'est changera. pour ça que d'après ce que j'ai lu dans la presse américaine, encore une fois, le meilleur outcome de ceci pour les Américains, c'est il y en a deux. C'est que la première chose, c'est que soit il y a une révolution populaire, mais avec l'assassinat du ayatollah, c'est, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu moins probable. C'est Soit, contre-productif. oui, soit, je pense qu'il y en a trois même, hein. Donc il y a une révolution populaire, c'est qui, moi, je pense qu'il est très peu probable. Soit ben, les gardes de la révolution, en fait, décident de prendre le pouvoir et de faire un coup d'État, et donc de dégager le pouvoir politique en place pour reprendre le pouvoir entre leurs mains. Soit qu'il y ait une forme de rébellion. Et c'est ce qu'on a vu que la CIA et le Mossad étaient en train d'entraîner les forces kurdes en Irak, dans la frontière Iran-Irak, pour éventuellement les préparer une forme d'invasion qui puisse attaquer le territoire iranien. Il faut garder en tête que l'Iran, c'est un pays de 91 millions d'habitants. Et que l'Iran, c'est deux fois la taille de la France. Et c'est un pays montagneux. Exactement. Je pense que c'est pour cette raison que les Américains s'attaquent, d'après ce que la presse française dit, que les Américains s'attaquent beaucoup plus à détruire les sites de production, de fabrication des armes offensives iraniennes. Et les Israéliens sont plus dans la destruction de toutes les capacités qui pourraient remettre en cause la supériorité aérienne, Israélienne. aussi bien israélienne qu'américaine. Oui. Tout ça, je pense, pour préparer par la suite le déploiement de troupes. Bien évidemment, militairement, pour les gens qui sont initiés, oui, on verra les Kurdes et d'autres forces qui viendront de quatre coins du monde, mais c'est d'abord et principalement les forces spéciales américaines et... Mais dans quel but tu penses qu'ils viendraient? Assassiner des gens? Parce qu'il Non, faut non, ils avoir un viennent, objectif. s'ils viennent avec des troupes au sol, ça sera pour renverser le régime. Mais maintenant, euh, il faut voir, on a parlé de la taille du pays, de Oui. sa population, mais il faut encore aller plus loin, de la composition ethnique Oui. de l'Iran. Je pense que les Perses représentent quand même plus de 80%. Je ne sais pas si tu peux retrouver rapidement une carte ethnique de la composition ethnique Je de sais qu'il y a l'Iran. une grosse majorité de Perses, il y a des Des minorités minorités kurdes, kurdes, tadjiks. tadjiks, il y a même une minorité juive qui vit en Oui, Iran. oui, en Iran. Mais moi, j'étais en train de me demander si les Et Américains devaient faire une invasion au sol, ils passeraient par l'Irak, alors je suppose. Parce que quand je vais regarder ici une carte de l'Iran, encore sur Google Maps, les voisins de l'Iran, c'est là où il y a les capacités au sol. des troupes américaines, il y en a dans le Kurdistan irakien. Oui, il y en a dans le Kurdistan irakien, ça on sait. Ben justement, de ce que j'ai lu dans la New York Times, c'est que ce sont justement la frange du Kurdistan irakien qui sont en train de se préparer en fait, à faire la guerre, qui sont financés par la CIA. Je laissais passer sur Maintenant, CNN. Hein. justement, ça va poser maintenant un autre problème. Cette fois-ci, pas spécialement pour les Iraniens, mais pour les Turcs. Les Turcs sont hostiles à toute idée d'armée, de donner des forces Aux aux Kurdes. Kurdes. Oui. Qu'ils soient Syriens, Irakiens, à partir du moment que c'est Kurdes, parce que qu'est-ce que cette fois-ci on va promettre aux Kurdes? Un État, peut-être Un État. prendre une partie de l'Iran et d'en faire un État indépendant, mais du coup, ça sera peut-être En fait, cette guerre, ça peut vraiment enflammer toute la région. C'est-à-dire que Si elle est mal gérée, elle oui. peut non seulement enflammer toute la région, mais partant de là, le reste du monde aussi. Oui. Donc, c'est-à-dire que si les Américains décident d'armer les Kurdes du Kurdistan irakien, et que donc ceux-là, ils ont. Parce qu'on sait, pour la petite histoire, en Turquie,
les Kurdes, c'est un peuple de cette région-là, du Moyen-Orient, Transfrontaliers, ils vivent qui vivent en Syrie, en en Syrie, en Irak, en Irak, en Turquie Turquie, et en Iran, en Iran aussi. mais qui n'ont pas d'État. Non pas de pays à eux, un État Oui, et qui revendiquent au fait le fait d'avoir un État. Et donc, il y a eu des mouvements kurdes en Turquie qui avec le sont, avec PKK le PKK, qui sont allez, en guerre. Ouais, ils ont signé la fin des hostilités. Oui, donc, c'est-à-dire que là, Officiellement, oui, ils ont renoncé à la lutte armée contre le gouvernement turc. oui, Mais maintenant, ça n'a pas empêché la Turquie de mener des opérations en Syrie déjà contre les positions comment on appelait ça encore? FDS. ça, je connais un peu moins Oui, oui, ils ont mené des opérations dans le nord de de la la Syrie. Syrie contre les Kurdes. Comment est-ce que pour les Turcs qui ont aussi une frontière avec l'Iran, Oui, ils vont s'interroger à se poser la question, ces gens-là qu'on va armer, est-ce qui qu'ils vont. vont aller dans la bonne direction vers Téhéran ou vont monter vers chez nous? Oui. Donc, Donc, on est sûr des en rien, tout cas, Ankara verra d'un très d'un mauvais très œil. mauvais œil le fait d'armer. Mais visiblement, c'est ce qui est en train de se passer déjà. La CIA est déjà en train d'armer. Et la CIA est en train parce qu'ils veulent, euh, ils savent qu'ils ont besoin des troupes. Maintenant, est-ce qu'il s'agit des troupes pour véritablement renverser le régime ou, on va vulgairement dire, un coup de pression sur créer une le forme régime? d'instabilité. Créer une forme d'instabilité de manière à ce que on occupe le régime iranien pour qu'il ne puisse pas se remettre au travail Oui, d'aussitôt et oui. reprendre. Oui, créer. Peut-être le but, c'est le fait d'armer les Kurdes serait simplement de créer une forme, une poche d'instabilité qui servira peut-être de base arrière pour pouvoir déstabiliser un peu plus le Le pays pays plus et tard. servir les intérêts des États-Unis. C'est une guerre, je pense, qui se décidera du point de vue de l'Iran. Moi, de mon point de vue, c'est que du point de vue de l'Iran, une victoire serait, comme tu l'as dit, la continuité du régime et la prolongation de la guerre. Oui, oui. Je pense que sur cette question-là, ce point de vue est correct, d'autant plus que politiquement parlant, pour Trump, c'est c'est une défaite d'avoir une guerre prolongée. Il Oui, était quasi il veut sûr, pas de guerre il a prolongée, ça fait c'est la certain. promesse à sa base électorale que plus Il veut jamais plus de guerre. des guerres sur le long terme. Mais non, Mais parlons un peu des intérêts des Américains. Parce que ce qui est reproché au fait, aux Américains, en fait, du point de vue de beaucoup de monde, de ce qu'on lit dans la presse et tout ça, et qu'on regarde dans les débats télévisés, c'est que les Américains n'auraient rien à gagner à cette guerre et que c'est une guerre qui leur a été. Allez, les Israéliens, ils ont tiré dans cette guerre. Parce que visiblement, le pays qui gagne le plus, qui gagnerait le plus entre les Américains et les Israéliens d'une forme de défaite, en tout cas, peu importe la forme que cette défaite prendrait, seraient les Israéliens. Trump, il a fait campagne sur le fait de ne plus aller en guerre. mhm. Il veut, hein, son slogan America First, il veut se concentrer sur son pays, n'est-ce pas? Mais voilà, il entame une guerre qui sera bien plus, avec un plus gros impact que la guerre d'Irak de 2003. Mais il se lance dans ça. Et bien sûr, il n'engage pas les troupes au sol. Il dit que c'est pas le but qu'il y ait des troupes au sol, c'est ce qu'il a dit clairement. Mais il s'engage quand même dans une guerre. Qu'est-ce que tu penses que les Américains réellement, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que les Américains gagneraient vraiment quelque chose, sont en train de gagner quelque chose de cette guerre? Oui, oui, je pense que pour les Américains, il y a bien évidemment du positif et du gain. On a parlé en préambule de la quantité de la manne pétrolière qui quitte l'Iran pour alimenter l'économie chinoise. Oui. Si cette manne-là s'amenuise du point de vue chinois, ça pose des problèmes aux Chinois. Mhm. Je vois plus les intérêts américains dans cette guerre de cette façon-là. Et l'autre axe, c'est celui du dollar. Ok. Le pétrole Iranien. iranien n'est plus vendu en dollars depuis un bout de temps. Oui. Donc, pour les Américains, euh, adosser de nouveau le pétrole iranien au dollar,
C'est un gros C'est un avantage. gros avantage qui permet, bon, ça ne va pas résoudre le problème de l'abyssal déficit américain, mais Mais, ouais. voilà, quelque part, ça apporte un peu d'eau dans le moulin. Euh, la question des accusations contre Israël qui forcerait Qui aurait traîné les Américains dans la guerre. l'Américain dans la guerre, Je pense oui, qu'il elle peut y a un peu s'entendre. il y a un peu de vrai dans ça. Un peu de vrai parce que euh, pour, pour les Israéliens, c'est difficile d'avoir un président comme Trump à la Maison-Blanche. Pour eux, C'était une manne. c'est une manne. Il faut rappeler que c'est le premier à avoir déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Alors que cette décision-là a été prise par le Congrès depuis l'époque où Bill Clinton était président des États-Unis. Oui. Ça a été voté, ok, voilà, c'est dans les tiroirs, on laisse tomber. Jusqu'à ce qu'ils trouveront des arrangements, on reviendra sur ça. Mais dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, capitale, bon, parce qu'on croit qu'il s'est levé un matin, l'a signé, non. Ça a été décidé ou voté à l'époque de Bill Clinton, président des États-Unis. Lui, il met ça en œuvre. Pour Trump, il est prêt à tout faire pour les Israéliens. Et pour les Israéliens, comme au risque de me répéter, la fenêtre était trop belle. Oui. Le président en place est pro-israélien. Les défenses régionales, aussi bien en Syrie, en Irak et en Iran même, leur offraient quasi un boulevard pour aller frapper maintenant. Quels seront ces pays-là dans 4-5 ans? Peut-être que Oui. la Syrie aura reconstitué des capacités aériennes qui obligeraient, qui mettraient à mal la possibilité d'Israël de frapper vers Oui. l'Iran. Oui. Et Maintenant, donc tout ça fait que, oui, voilà. il y avait une fenêtre d'opportunité, je pense qu'on a compris tout ça. Et même quand la guerre a été annoncée, Netanyahou, le Premier ministre israélien, et le président Trump l'ont dit clairement, c'était 47 ans que cette situation existe, il fallait en découdre. Je pense que les Américains étaient prêts à aller en guerre. Les Iraniens, ils se sont préparés du mieux qu'ils peuvent. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en tout cas, si on doit regarder la situation dans les faits, au-delà de tout ce qui est émotionnel, moi j'ai l'impression que ça serait très difficile pour les Iraniens, à moins de prolonger la guerre et d'augmenter le coût avec l'immobilisation en fait de toutes les monarchies du Golfe, qui pourrait avoir un coût politique important pour les Américains et qui pourrait les obliger à réduire un peu la pression. Mais la Russie dans tout ça, parce que la Russie est occupée avec la guerre, l'opération militaire spéciale en Ukraine depuis 4 ans maintenant. 4 ans maintenant. Est-ce que tu penses que la Russie gagne ou elle perd? Parce que, comme on dit, les États-Unis sont en train de décapiter, entre guillemets, tous les alliés russes un à un. Il y a eu le Venezuela, il y a eu la Syrie. Bien sûr, les Russes ont conservé leur base navale en Syrie, mais Bachar al-Assad n'est plus, Maduro n'est plus. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui est sous les feux des bombes. Est-ce que tu penses que la Russie gagne de ce conflit-ci et que ça pourrait l'aider dans sa guerre en Ukraine? Sur le court terme, je pense qu'on peut facilement dire oui. Revenons, bon, sans revenir, mais prenons un élément euh, de réponse. Les intercepteurs dont on parle, dont les quantités s'amenuisent Oui, dans le stock américain, ils vont le prélever d'où? d'Ukraine. Enfin, c'est pas, ils vont Pas spécialement peut-être déjà ce qui a été donné à l'Ukraine, Oui, mais ce qui était sur la file d'attente oui, en direction de l'Ukraine va être dérouté vers le Moyen-Orient. oui. Donc ça permet quelque part un moment de répit pour, pas spécialement des répits, mais Oui, oui, ça aide un tout ça petit aide un peu. tout petit peu Oui, la Russie oui, dans sa, à détourner un peu l'attention des sur le Américains. court terme, Oui, c'est celui-là. Sur le moyen terme, je pense que au niveau des alliés de la Russie, je pense il faut aborder cette question de manière un peu beaucoup plus profonde, la disséquer entre les intérêts économiques, les intérêts sécuritaires, géostratégiques, et ainsi de suite. On va se rendre compte, par exemple, pour la Syrie, mhm. que est-ce que Poutine
et la Russie poursuivaient le maintien coûte que coûte de Bachar el-Assad au pouvoir. On peut dire oui et non. Mais pour eux, entre Bachar et leur base sur la Méditerranée, ils ont gardé leur base. Oui. Pour eux, ils ont conservé quand même. Ils ont conservé la base aérienne. Parce que je pense qu'au début, il y avait du bruit comme quoi ils devaient être. Ils devaient être chassés, partir, ainsi de suite. Mais voilà, ils l'ont conservé. Fait très très notable qu'il ne faut pas oublier, pendant que les Russes aidaient Bachar sur le terrain, ils avaient quand même laissé à Israël la possibilité de les frapper en Syrie. Oui. Et raison pour laquelle il faut dépasser la question des personnalités et des personnes en se disant Maduro est parti, c'est un allié. Oui, Maduro est parti, mais est-ce que les intérêts, ils conservent quelque part leurs intérêts au Venezuela? Ce n'est plus du même ordre, bien évidemment, ni la même influence, mais ils conservent quand même un petit pied là-dedans. Ouais, mais quand même, allez, le Venezuela, je veux dire, aujourd'hui, c'est une situation assez catastrophique. Hein. Je veux dire, on ne peut pas dire que le départ de Maduro... pour moi, j'ai l'impression que ça change fondamentalement comment est-ce que ce pays-là va entretenir des relations avec d'autres pays. Parce que les Américains, ils détiennent ce pays-là aujourd'hui. Ils contrôlent toute la production du pétrole de ce pays. Et c'est eux qui vendent le pétrole vénézuélien aujourd'hui. Oui, on va quand même noter que la production vénézuélienne n'est pas fameuse non plus à l'heure actuelle. Bon, je veux dire, on ne va pas bifurquer sur le Venezuela. Restons un tout petit peu sur le Moyen-Orient. Donc, la Russie, tu penses que la Russie... Je pense que pour les Russes, pour moi, sur le court terme, comme je le disais, ils gagnent du temps par rapport au flux d'armes et autres qui peuvent venir. Ça mobilise un peu. Et puis d'un point de vue médiatique aussi. Les Russes, pour avoir suivi quelques émissions, ils posent des questions aux Européens en leur demandant où sont les sanctions. Oui, mais ça on ne va pas aller sur ça. Parce que ça, c'est bien évidemment. Oui. C'est pour montrer simplement que d'un point de vue, d'un côté médiatique ou bien en interne, ça permet à la Russie de remobiliser sa population en disant, voilà, on nous a reproché d'avoir envahi un pays, on vous fait souffrir avec des sanctions, voilà à côté 2 pays qui attaquent un autre et que tout le monde applaudit et personne. Donc, mais je pense que d'un point de vue politique interne, quand tu regardes la mobilisation des Russes pour aller faire la guerre en Ukraine, contrairement à l'Ukraine, les Russes, en tout cas, ils n'étaient pas forcés à aller faire la guerre. Il y en a beaucoup qui allaient dans l'armée faire la guerre parce qu'il y avait une forme de campagne médiatique pour montrer que la Russie était dans le bon. Donc ça, allez... Ce côté-là, justement, comme tu disais, sans bifurquer un peu sur ces questions-là, mais pour voir où est-ce que les Russes tirent du positif ou des bénéfices par rapport à cette campagne. Je pense que par-dessus tout, le grand gagnant, c'est peut-être pas spécialement la Russie, mais c'est la Chine. La Chine, aujourd'hui, observe, analyse, étudie. Et pour les Chinois qui ne sont pas encore en confrontation militaire, parce que la Chine, contrairement à la Russie, la Chine n'est pas encore en confrontation militaire directe avec les États-Unis. Oui. La Russie l'est, à travers la guerre en Ukraine. Oui. Donc, la Chine a beaucoup analysé de la question ukrainienne, analyse maintenant la question de l'Iran. Et elle sait voir la mise en œuvre de certaines choses. Oui. Elle apprend et elle ne va pas hésiter à prolonger le plaisir. Oui. Maintenant, juste pour la Russie, pour clôturer, tu sais, parce que ça, c'est ce qui est sorti dans la presse il y a 2 jours. Que la Russie serait en train de soutenir l'Iran via des informations. C'est-à-dire que la Russie serait en train, en tout cas, c'est ce qui de fournir des informations sur le mouvement des troupes américaines, des porte-avions et d'où est-ce que les tirs viendraient, où se situent les radars, les systèmes de défense, les sites de lancement, ce qui aurait permis à l'Iran de neutraliser notamment le fameux radar qui était basé au Koweït. Le Koweït, en rayon d'action.
un radar qui coûterait, à ce que j'ai lu, plus de 3 milliards de dollars et qui a été Neutralisé. neutralisé par l'Iran. Maintenant, on va finir cette discussion sur la Chine, parce que tu as évoqué la Chine. On sait que de la même façon que l'Iran et Israël et les États-Unis, c'est 40 ans qui se battent un peu par ennemis interposés. Et aujourd'hui, c'est le moment d'en découdre. C'est la guerre ouverte et c'est comme ça. Avec la Chine, on va peut-être arriver aussi à même scénario d'ici quelques années. Parce que ça fait des années qu'on parle de Taïwan, que la Chine voudrait réunifier Taïwan à la mère patrie et que les Américains, avec leur base militaire à Okinawa et en Corée, et une présence militaire aussi peut-être un petit peu moindre aux Philippines, permettrait aux Américains également d'exercer une forme de pression sur la Chine sur la question de Taïwan. Qu'est-ce que tu penses que... moi, j'ai ma petite idée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que toi, tu penses au fait de... Quand on regarde la guerre actuellement, en cours actuellement, et comment est-ce que les Américains ont positionné leurs troupes, en sachant que les Américains, ils ont vidé certaines bases, ils ont mis leurs porte-avions à 1000 km des côtes iraniennes pour ne pas être proche au fait de la portée des missiles hypersoniques iraniens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses, en regardant la géographie de l'Asie de l'Est, qu'est-ce que tu penses que ça nous dit au fait par rapport à un potentiel conflit entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan? Non, je pense que les Chinois travaillent depuis des très très nombreuses années pour une intervention militaire afin de ramener Taïwan dans le giron continental chinois. En termes de déploiement, je pense qu'il y a eu une série d'îles artificielles qui ont été construites par les Chinois, Ouais, des bases, des comment on bases, dit, des bases fixes. des bases fixes Ouais. En mer de Chine en mer de Chine, du Sud. et pour y déployer un certain nombre de moyens pour les missions à venir. Mais maintenant, entre ce qui a été mis en place depuis 10 15 ans et l'évolution des moyens militaires, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le dispositif, dans tous les camps possibles. Mhm. Que ce soit du côté États-Unis, Taïwan et les alliés américains de la région, et aussi du côté chinois. Et bon, de toute façon, depuis 2022, plus personne ne dort sans réfléchir à quels sont les moyens. La question, tu me le poserais il y a 5 ans, j'aurais dit que les Chinois, sachant qu'ils allaient avoir affaire aux États-Unis directement, Mhm. ils se battraient pour avoir la supériorité aérienne, éloignée le plus possible de Taïwan, Oui. les groupes navals, Qui ferait un blocus au voilà, niveau de... de la mer de Chine, Oui. et isolerait Pour éviter toute tentative d'incursion des porte-avions américains, comme exactement. ça avait été le cas en 97, je pense, quand la Chine avait lancé des missiles pour... je me rappelle plus c'était à quelle occasion, mais les Américains avaient envoyé un porte-avions et ils avaient brouillé le signal GPS de la Chine pour Mhm. démontrer... C'était Clinton à l'époque qui était président, le président des États-Unis. Bref, ça c'est... Je me souviens plus de cet épisode. Je te montrerai, c'est une histoire qui s'est passée dans les années 90. Il y avait eu quelque chose au Taïwan, je pense, une élection présidentielle, quelque chose comme ça, ou soit la première élection présidentielle au Taïwan, en tout cas quelque chose dans ce Mais style-là. c'est possible aussi. Et les Chinois n'étaient pas contents parce que ça démontrait une forme d'indépendance en fait, de Taïwan. Mhm. Et ils ont lancé des missiles pour faire peur un peu aux Taïwanais. Les Américains ont réagi en coupant le signal Les GPS et puis en déployant un porte-avions dans la mer de Chine pour dire aux Chinois, faites attention. Nous sommes, Nous sommes là, on nous regarde. sommes là, on regarde. Je pense qu'il y a 5 ans, ils iraient vers cette, cette solution-là. Zone d'exclusion aérienne autour de Taïwan, Oui, débarquement amphibie. amphibie, parce ils ont des embarcations Oui. euh, Les Chinois, tu veux quasi dire. infinies qui sont Ouais, en train infini, infini, oui. de construire pour cette mission-là. Mais au jour d'aujourd'hui, ils doivent réfléchir un peu quant à la mise en œuvre de tout ça par rapport à l'épineuse question des drones. Le drone est venu changer un peu l'analyse opérationnelle Oui,
et la mise en œuvre des forces. Ouais. Mais c'est ce qui est contradictoire parce que ces drones, avec, quand on parlait de, en anglais on appelle ça le swarm drone, c'est-à-dire vraiment une vague de drones qui t'attaquent, qui est utilisé comme moyen opérationnel. Bizarrement, c'est les Iraniens qui viennent avec les Shahed, ces drones très peu coûteux, très facile à produire et qui ne sont même pas dirigés par un système par des systèmes satellites. Ils sont dirigés avec ce système mécanique là qui permet en fait de diriger un objet dans les airs et qui sont super effectifs quoi. Et c'est ceux-là même qui déterminent la cours de la guerre en Ukraine et qui pourraient peut-être éventuellement, comme tu le dis, déterminer le cours Le cours de de la guerre, aussi bien en Iran actuellement et dans le futur. dans le futur. Parce que les Chinois, comme les Américains, comme les Russes, comme tout le monde, on a même vu des drones maintenant au Congo. Oui. Donc, comme tout le monde, s'y mettent aussi. Et c'est difficile à se prononcer par rapport au futur. C'est la raison pour laquelle je pense que les Chinois s'intéressent beaucoup euh, à ce qui se passe actuellement dans la région, analysent Oui. beaucoup d'images satellites qui sont fournies, par exemple, des destructions américaines proviennent des images satellites chinois. Oui. Oui, c'est vrai. Pour montrer, oui, oui, les Iraniens ont bien frappé, c'est bien détruit. Il Oui, s'agit oui, pas j'ai de vu ça, j'ai propagande. vu passer ça. Donc, je pense qu'ils sont dans l'analyse. Ils sont encore. Moi-même aussi, je suis dans l'analyse Oui, pour voir. oui, Et je pourrais te répondre à cette question peut-être oui. dans 2 ans. Ben écoute, merci Richie d'être venu. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que cette guerre, bientôt, nous, les consommateurs, on va en payer les prix parce que le prix du pétrole, déjà, il est à $80, je pense. On estime, comme j'ai dit en début d'émission, que si la guerre se poursuit, le pétrole brut va passer l'étape de $100, $150 et on va le sentir où? On va le sentir sur la pompe, on va le sentir sous le coût de l'énergie. Il faut savoir que, oui, Si je peux oui. Et parmi tant d'autres choses qui soient bénéfiques aux Russes, c'est le coût du pétrole. Oui, bah, si le coût de pétrole augmente, ça fait du bien aux vendeurs, mais ça fait du mal aux acheteurs. Donc Exactement. nous, donc nous ici en Europe, ben, Nous le sentons à la pompe. on va sentir ça. Je veux dire, le coût de l'électricité, pas l'électricité bien sûr, mais le coût du gaz, il va augmenter, le pétrole, il va augmenter, le coût du transport, le kérosène, on risque de le sentir sous beaucoup d'angles. Donc c'est très important de suivre ce qui se passe là-bas et d'espérer en fait qu'il y ait une résolution au conflit. En tout cas, Le ben, plus rapidement possible. peu importe la forme que ça prend, que ça puisse s'arrêter rapidement. Ben écoute, merci Richie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Peut-être qu'on parlera la prochaine fois de la guerre qui a été déclarée entre le Pakistan et l'Afghanistan, ou la guerre toutes les guerres qui se passent, Non, analyser un peu les forces en présence et voir un peu la dynamique et le côté géopolitique de ces choses-là. Et voilà, et puis partager un peu par rapport à ces questions-là. Ça m'a fait plaisir que tu sois venu ici. Et je vous dis donc à très bientôt.